Étienne, est-ce que tout le monde est arrivé? Bonjour. Ah, c'était pas ça. Bonjour. Ça va bien, monsieur? Vous pouvez venir à la conférence. Très intéressant aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être là en si grand nombre. Merci à nos invités spéciales aujourd'hui. Je me présente, Isabelle Tremblay. Je suis technicienne technologue en architecture. Regarde-moi pas. Grand débat ici entre technologue et technicien. Vous allez finir technologue ou technicien? Vous finirez pas, non? Alors, bienvenue. Alors, je suis technologue en architecture. Je travaille aux ressources matérielles ici au Cégep de Chicoutimi. Alors, je suis chargée de projet aux infrastructures. Mon patron direct étant M. Stéphane Duclos, qui frotte son cellulaire ici. Alors, aujourd'hui, j'avais l'intention de semer dans vous une graine d'amour pour le développement durable. J'imagine que vous êtes en majorité en technologie de l'architecture. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ne sont pas en architecture? Il y a des menteurs. Bon, bien, bienvenue à vous aussi. Je pense que ça va vous intéresser. En fait, le bâtiment durable, pour moi, c'est l'avenir. En fait, je vais vous lire la définition. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc, c'est un petit peu ça que je veux semer chez vous. Et je vais vous donner des outils, ou du moins vous inspirer. Je ne suis pas habituée de parler avec un micro. Puis vous ouvrir la voie des possibles. Comment construire de façon durable. Alors, moi, je suis bénévole au Conseil du bâtiment durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, non, qui n'est plus ça maintenant, qui est transformé maintenant, c'est Bâtiment durable Québec. Depuis la dernière année, je pourrais te laisser expliquer pourquoi. Moi, ça fait 9 ans que je suis bénévole, et puis à chaque année, on organise 5 événements en général. Cette année, exceptionnellement, avec la COVID, on a pris un break pendant 3 ans. Donc, on relance cette année nos activités. Et ce soir, il y a une conférence qui va être donnée à l'Hôtel Delta. Et je ne sais pas, à l'entrée, centre des contrats, un 5 à 7 avec Boucher et... excusez-moi, Boucher et consommation. Alors, je vous invite à venir si vous voulez. Vous pouvez venir, on va vous accueillir à la porte, vous allez pouvoir rentrer. C'est 10 $ pour les étudiants, 40 $ pour les adultes. Sinon, je fais tirer aussi un billet. J'ai une boîte. Vanessa? Oui, Vanessa, elle avait une boîte. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont montrés intéressés? Je viens m'asseoir. Bien, quand vous sortirez, si vous voulez, vous pouvez remplir votre billet de participation. On va faire tirer, on va vous appeler, on va vous dire que vous avez une participation gratuite ce soir. Alors, c'est ça. Alors, pour organiser un événement comme aujourd'hui, nous sommes 14 bénévoles qui travaillons d'arrache-pied pour aller chercher des conférenciers de qualité. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des conférenciers qui est M. Éric Pelletier, qui est un des 2 conférenciers de ce soir. Ce soir, nous allons avoir aussi M. Alan de Souza, maire de Ville-Saint-Laurent, qui va venir nous expliquer comment on développe le bâtiment durable quand on est au niveau... en fait, c'est le maire de la ville, l'arrondissement Saint-Laurent, merci. Alors, comment, au niveau du ministère, comment on peut inclure ça dans nos... je perds mes mots. Dans le municipal. Alors, voilà. J'ai oublié quelque chose, c'est sûr. Non, j'ai tout dit. Ben, c'est ça. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi Anne-Sophie, qui est architecte et qui aussi fait sa technologie. Hein? Presque architecte. Ah, presque architecte. Je pense qu'elle n'a pas fait encore ses examens de l'ordre. Oui. Ah!
Ça, c'est la grosse partie crunch. Mais elle a fait aussi sa technologie en architecture ici au Cégep de Chicoutimi il y a 5 ans. Donc, comme vous, elle a fait le même cheminement. Et puis, elle a été aussi, je crois que tu as eu comme maître de stage Éric, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Donc, c'est elle qui va vous faire la présentation de Éric. Et puis ensuite, oh, tu veux la présenter tout de suite ou tu veux que je présente M. Patrick avant? Je peux présenter Patrick. OK. J'ai aussi M. Patrick, qui est le président-directeur de BDQ Québec, qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que fait BDQ Québec. Merci. Moi, je vais prendre tu m'as débarqué? Voilà. Donc là, j'ai upgradé mon titre, je suis rendu président, directeur général. Je suis juste directeur général de Bâtiments durables Québec. Quoi qu'il en soit, très content que le Cégep nous accueille aujourd'hui pour qu'on puisse vous parler justement de bâtiments durables. Est-ce important de parler de ça? Bien, déjà, on parle d'urgence climatique dans les médias à peu près à tous les jours. Je pense que c'est important d'en parler. C'est quoi le lien avec le bâtiment? Bien, il faut savoir qu'au niveau mondial, les bâtiments sont producteurs de 30 des gaz à effet de serre. Donc, c'est une cause qui est très, très importante. Je pense que c'est la cause même numéro 1 des produits de gaz à effet de serre. Au niveau des déchets aussi, il faut savoir que l'industrie de la construction, c'est l'un des plus gros producteurs de déchets également. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Puis déjà de le savoir, bien, il faut agir. Je vais vous laisser avec Éric Pelletier qui va vous présenter justement la certification LEED et qu'est-ce que c'est que le bâtiment durable et son importance, etc. Moi, de mon côté, ce que je voulais, c'est vous présenter rapidement l'organisation que je représente et l'organisation qui vous présente aujourd'hui cette belle conférence. OK. Puis à la fin, on remettra une bourse de 250 $ pour... Merci de votre présence ici. Alors, donc, c'est la mission de l'organisation, c'est l'accélération, accélérer la transition écologique dans l'environnement bâti. Super important. Et on le fait de quelle façon? On le fait sur 2 axes principalement, la promotion et puis l'accompagnement. Au niveau de la promotion, on fait des événements comme aujourd'hui. On organise des conférences sur des sujets d'actualité, comme présentement, on parle beaucoup de carboneutralité ou de transition énergétique. On fait aussi des représentations auprès du gouvernement pour pouvoir pousser davantage certains projets de loi qui pourraient être avantageux pour les bâtiments durables. Au niveau de l'accompagnement, donc, on fait beaucoup de formations également. On accompagne nos professionnels afin qu'ils soient mieux outillés pour pouvoir diminuer les gaz à effet de serre dans la conception et la production et la construction des bâtiments. C'est autour de 4 500 heures environ par année qui est faite en événements, en formation. Bref, on est très, très actifs. Et puis, une des choses sur laquelle on pousse beaucoup au niveau de la promotion, c'est justement la certification LEED. Et pourquoi on le fait? Parce que c'est une certification qui est la plus exigeante, une des plus exigeantes et une des plus performantes au niveau environnemental pour les bâtiments. Et Éric vous expliquera en quoi ça peut nous aider et aider les générations futures, là. Mais on pousse énormément là-dedans. Ça fait 20 ans que le bâtiment durable existe. C'est quoi l'effet de ce 20 ans de promotion? Bien, cette certification-là qui existe au niveau mondial, au Canada, le Québec, c'est là où il y a le plus de bâtiments certifiés LEED au prorata de son activité économique. C'est quand même assez intéressant. Et Bâtiments durables Québec se divise en plusieurs branches d'activité. Il y a la branche du Saguenay, dont Isabelle vous a parlé tout à l'heure. Cette branche, elle est extrêmement active. Et donc, il y a des gens dans la région, des professionnels, ingénieurs, architectes, qui posent beaucoup sur la certification LEED et autres certifications qui peuvent aider le bâtiment durable. C'est quoi l'effet de ce dynamisme-là? Bien, c'est après Montréal et Québec, bien, possiblement que c'est au Saguenay où il y a le plus de bâtiments certifiés LEED. Donc, quand même très intéressant. On les remercie pour leurs efforts. Alors, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous passer le micro à Anne-Sophie qui va présenter Éric. Mais comme je disais, on se revoit à la fin pour le chèque de 250 $. Merci.
Allô? Donc, c'est ça, comme Isabelle me présentait, je suis Anne-Sophie. Il y a 5 ans, j'étais à votre place. Puis, c'est ça, là, aujourd'hui, je suis revenue en région. Je m'implique justement en bâtiment durable. Disons-le, c'est l'avenir qu'il faut prendre, c'est la voie qu'il faut prendre. Donc, il y a beaucoup de mots peut-être que vous n'avez pas saisis. C'est normal. Moi non plus, il y a quelques années, sur le bâtiment durable, j'étais plus ou moins au courant. Mais intéressez-vous-y parce que c'est important. Puis, ça va prendre de plus en plus de place dans le domaine de la construction. Donc, je vous présente Éric. Donc, Éric, architecte associé concepteur principal chez Lemay Architecture, le plus gros bureau d'architectes au Québec. Également chargé de projet à l'Université Laval. Donc, c'est ça qu'on disait. Il s'implique beaucoup, il donne des cours d'atelier. Il est également superviseur là, pour des étudiants finissants comme moi qui font leur dernier projet de maîtrise. Donc, il supervise tout ça. Puis, je vous laisse en très bonne main pour la conférence. Essayez de me déprendre avec votre micro, puis pas faire de folie. Voilà. Alors, effectivement, c'était mon ancienne étudiante qui a survécu. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Pelletier. Effectivement, je suis associé principal chez Lemay. Lemay, c'est une grande boîte transdisciplinaire, on fait de tout. Fait qu'un jour, peut-être qu'on va vous croiser, en tout cas, je l'espère, j'imagine, vous allez frapper à notre porte. On a des bureaux à Montréal, on a à Québec, à Toronto. Vous pouvez aller à New York aussi, ou à Calgary, ou à Riyad, si ça vous tente. Donc, le choix est devant vous. Ça vous permet de vous promener un petit peu partout. Donc, mais on supporte beaucoup les jeunes, puis c'est important pour nous là, d'être présents. C'est important de connaître les gens avec qui vous allez faire affaire. Puis c'est important pour moi d'être là aujourd'hui. Tantôt, je disais, il me reste 2 mois, puis c'est fini. C'est pas vrai, il me reste encore plusieurs années. Vous, il vous en reste énormément, mais comme ça va passer de même le reste de des jours qui s'en viennent devant vous. Là. Vos parents vous le disent, là, vous faites, c'est pas vrai, là, comme ça. C'est exactement comme ça. Puis moi, je vous le dis, puis mes grands-parents me le disaient, puis c'est la vie. Puis là, vous allez voir des projets arriver, ça dure 5 ans. Vous dites, hey my God, 5 ans, comme ça. 5 ans dans un projet, ça passe à une vitesse pharaonique. C'est rapide, vous n'avez pas le temps de rien voir. Vous vous ramassez avec des enfants, une auto, 3 voyages, je ne sais pas trop. Donc, la vie passe vite. Mais la vie commence quand même, en tout cas pour moi, en architecture, elle a commencé à l'école d'architecture à Québec, au séminaire de Québec, dans un vieux bâtiment. Mon atelier était là, à cet endroit-là. Puis là, je suis correct, regardez le petit bouffon qui était là, c'était moi. Donc, à votre âge, ou plus 1 an ou moins. Mon premier atelier, probablement dans mes premières semaines, si je me souviens bien. Donc, être architecte ou comme vous, technologue ou technicien, là, je ne sais plus, j'ai pas trop compris la nuance, mais bref, moi, quand vous travaillez au bureau, on travaille ensemble, il n'y a plus de titre, mais vous allez vous former. Vous allez devenir des gens qui allaient travailler dans l'industrie de la construction ou pas, ou dans d'autres domaines. Et ça va être formé par qui vous êtes. Vous avez tous un background qui est différent, vous avez un cheminement qui est différent, vous avez des sentiments qui sont différents, puis c'est normal, c'est la vie, et c'est ce qui va vous former, va vous donner une sensibilité. Moi, aujourd'hui, des fois, je fais des petits bilans, là, parce qu'à un moment donné, on fait des bilans. Moi, donc, je me dis, OK, oui, c'est vrai, le paysage, pour moi, j'ai passé mes étés dans le bas du fleuve. Puis c'est resté quelque chose qui m'a inspiré. J'ai fait des voyages à Paris. Je me souviens d'avoir été visiter ce bâtiment-là, je l'avais détesté. Mon Dieu, que j'avais détesté ça. C'était genre nouvelle. Je suis retourné 2 ans après, j'avais mûri, j'ai adoré. Puis aujourd'hui, si je ne rêve que de le rencontrer, puis lui dire, vous m'avez influencé. Ça m'a aidé à bâtir ma carrière. J'ai appris des voyages. Puis ça, c'est quelque chose, là, vous êtes jeune, là, c'est le fun de voyager, mais voyager, s'il vous plaît, là, c'est excessivement important. Vous avez une profession qui vous requiert de voyager, d'apprendre et de voir la vie à travers d'autres endroits. J'ai appris beaucoup de Rome, moi. J'ai eu la chance d'y aller. Je suis retourné récemment. Et il y a des leçons qu'on peut tirer de ces vieilles villes-là qu'on peut appliquer dans notre architecture aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de bâtiments durables, on se promène dans des villes qui ont 2000 ans d'histoire, qui existent encore. Et on visite des bâtiments, ça c'est Éric, devant une porte qui a 2000 ans, qui n'a pas été changée en passant, hein, ni été repeinte, 2000 ans, devant la porte du Panthéon, qui est pour moi une des œuvres majeures en architecture à travers le monde. Quand j'y suis retourné, c'était un soir, on avait bu avec ma copine, puis un peu trop, puis je me suis mis à pleurer parce que
j'ai retrouvé le Panthéon. Mais c'est un bâtiment absolument exceptionnel là, quand vous rentrez dedans. Donc, vous allez vous bâtir une identité. Et ça, c'est important. Vous allez apprendre aussi de votre premier job. Hyper important. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre dans des architectes qui étaient vieux à l'époque, quand je suis arrivé, mais qui avaient bâti le Québec des années 60. Donc, j'ai travaillé chez Gauthier-Guitté-Roy. C'est les mêmes qui avaient... À Québec, il y avait 2 grands bureaux, Gauthier-Guitté-Roy puis Saint-Gelais-Tremblay, les 2 grandes firmes. Ils avaient fait des églises magnifiques, entre autres, dans la région. Mais c'est l'époque du brutalisme. J'ai appris de ces gens-là. Et ça l'a formé qui je suis aujourd'hui. Et tranquillement, de fil en aiguille, vous allez découvrir que votre travail il est empreint de responsabilité. C'est pas juste faire de l'architecture, là. Vous construisez le patrimoine de demain. Donc, vous faites un cook, manquez une recette, next one, c'est pas grave. Vous faites une erreur dans la rue, elle va rester là longtemps. Et c'est une responsabilité. Parce que notre but, c'est de construire pour les gens, puis les rendre heureux. Ça, c'est mon premier but. Quand j'ai commencé, mon premier but, c'était de dire, il faut rendre les gens heureux. Puis mon combat était sur faire une architecture accessible, puis que les gens pouvaient avoir. Mais il faut penser aux gens qui sont aussi malheureux. Il faut penser aux gens qui sont moins riches, puis qui n'ont pas accès à l'architecture. Et c'est important. Il faut être sensible aux gens. Quand je pense aux gens moins riches, c'est juste une représentation d'un gratte-ciel à Toronto si on construisait une tour pour habiter tous les gens pauvres de Toronto qui ont de la misère à se loger. Regardez la taille par rapport à la tour du CN. On a un rôle comme architecte de réfléchir et d'être conscient. Là, je dis architecte, là, choquez-vous pas, là, si je dis architecte ou le technologue, technicien, là, des formations professionnelles, c'est juste pour réfléchir. Mais on a un rôle aussi très grand au niveau environnemental. Un rôle et une responsabilité. Et là, ça devient critique. Moi, quand j'étais jeune, c'était les pluies acides. Je faisais des recherches tout jeune. Les pluies acides, les années 80, c'était le thème à la mode. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Tous nos lacs sont bien acidifiés. Bon, mais on a une importance dans ce qu'on construit de bien le faire. On a de la difficulté aujourd'hui, là. Ça va plus bien, là. Là, on est ici, c'est bien, le ciel est bleu, l'air est clair. Il y a des villes que c'est pas ça du tout. On se bat pour avoir de l'air pur. On se bat pour avoir de l'air, vivre sans masque. La grande réponse qu'on a eue, brillants architectes que nous sommes, c'est de dire en haut de nos gratte-ciels, on va mettre 3-4 petits arbres. Très brillant quand on sait que c'est là qu'on en a besoin. Ça, c'était notre réponse un peu désaxée. On met des arbres en haut, puis ça paraît bien, on dirait que c'est un bâtiment vert. Bâtiment vert. On a des changements climatiques qui sont assez costauds. On a des tempêtes assez rock'n'roll. On a des tempêtes de pluie l'été. À l'âne de Sousa, à l'arrondissement Saint-Laurent, quand il pleut, là, c'est un gros problème où ce qu'ils sont. La nappe phréatique n'est plus capable de rien prendre et le réseau d'aqueduc est saturé. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se ramasse avec de l'eau dans les rues, dans les stationnements un peu partout. Notre rôle, comme professionnel de la construction, c'est de trouver des solutions à ça. C'est d'être inventif. Si on construit à Riyad, on ne construit pas de la même manière que si on construit au Costa Rica. C'est évident. Il me semble que c'est assez simple. Mais pourtant, on fait la même affaire. On fait un Apple Store à Riyad, une belle boîte en verre, puis on va en faire un Apple Store au Costa Rica, une autre belle boîte en verre. On en fait un ici, ça va être une autre belle boîte en verre. On transpose. Mais on ne s'adapte pas au contexte. Fait on a des crises environnementales, on a des crises en santé, et ça va aller en croissant. On a une responsabilité aussi comme architecte face à ça. Nos villes deviennent de plus en plus grosses. Puis il y a un combat pour faire plus gros, plus haut, plus spectaculaire. On utilise des ressources pour faire des tours pharaoniques qui contiennent la grandeur d'un petit penthouse, à peu près comme ça, là. Mais avec un usage de ressources immense. On utilise l'auto. On n'a pas beaucoup d'impact. Vous allez dire, comme professionnel de la construction, non, on a un impact. Si nos milieux de vie sont bien faits, bien réfléchis, c'est inévitable que les gens vont rester en ville, ils vont utiliser peut-être un peu moins l'auto, tout a un impact, tout est interrelié. Et on a une industrie, Patrick l'a bien expliqué, qui pollue. On n'est pas les rois de la verdure, là. On pollue. C'est une industrie polluante qui produit des déchets. Donc, il y a le coût il y a la construction. Tantôt, on parlait de l'effet de la géothermie. On réduit la consommation énergétique. Génial. Mais moi, je me suis déjà fait dire, « Wow, mais là, on va l'amortir en 12 ans. C'est une catastrophe. » Je dis, « Ben oui, mais la ville, vous êtes propriétaire pendant 50 ou 100 ans. » Je dis, « C'est rien. »
on doit changer notre mentalité. Et chacun d'entre vous, vous avez cette responsabilité-là. Tout le monde a cette responsabilité-là. On utilise des plastiques. Tous les gestes que vous allez faire, même dans la conception d'un détail, commencez à y penser. Vous êtes informé, vous le savez. Dans 50 ans, un d'entre vous va être ici. Puis il va dire, puis on va vous juger, on va dire, vous n'avez rien fait. Ça, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité de jeune. C'est votre responsabilité de penser que le plastique, parfois, est fait au détriment de produits chimiques faits dans des pays où on se fout un peu des enfants. Fait que tout ça, ça fait peur. C'est un peu épeurant. Mais il y a de quoi faire. Moi, il y a des choses qui me font plus peur des fois. Mais ça dépend de chacun. Mais ce qui me fait plus peur dans des choses comme ça, c'est un peu l'imbécilité, l'ignorance, de se cacher, de dire non, ça n'existe pas. Vous savez qu'en Floride, je pense que le mot réchauffement climatique est banni dans les médias. Pas le droit de dire ce mot-là, ça n'existe pas. Des fois, j'ai juste envie avec ma blonde de dire hey, on s'achète un voilier, puis on s'en va quelque part, là, puis on mange du poisson, mais je ne tripe pas sur le poisson tant que ça. Fait que, des fois, on a envie de ça. Mais c'est ça qui est important. Puis ceux qui sont loin, là, c'est que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que vous allez faire. Fait que ce philosophe français-là, il a raison. Vous pouvez avoir peur, mais vous êtes responsable de ce qui s'en vient aussi et de poser des gestes à travers votre profession, à travers votre quotidien. Mais là, aujourd'hui, je vous demande de les poser à travers votre profession. Puis pour ce faire, le premier geste, c'est ça. C'est de vous informer. Bon, là, je vais faire comme un... Il n'y a pas de professeur qui me dit ça, là, mais c'est d'écouter vos professeurs. Mais c'est de vous informer puis d'être curieux. Vous informer et être curieux. Puis être curieux, pour moi, c'est encore plus important. Questionnez-vous. Apprenez, puis comme ça, vous allez trouver des solutions. C'est la seule façon que vous allez les trouver, ces solutions-là. Vous allez nous aider à les trouver parce que vous allez arriver avec un regard plus jeune, plus dynamique, puis vous allez vous casser la tête, puis vous allez remettre en question les paradigmes dans lesquels on est. Et c'est important. Parce que l'industrie de la construction, je ne vous le cacherai pas, on n'est pas vite. Ça ne change pas vite. C'est long. C'est long de changer les méthodes. C'est long la façon de penser. Puis là, je ne parle pas juste de l'industrie, mais l'industrie en général. Puis c'est long de revoir nos programmes. Vous êtes dans une salle multi ici. Il y a 20 ans, on aurait dit non, il faut faire un amphithéâtre fermé, qu'on va utiliser 2 fois par année. Je fais une école secondaire et ils nous ont demandé un amphithéâtre de 650 places. J'ai dit, combien de fois dans l'année vous l'utilisez? 20 fois. J'ai dit, 650 places, j'ai dit, c'est une salle pour Céline Dion. Là. J'ai dit, combien de fois vous l'utilisez? Ils ont dit 20 fois. Puis on l'a décloisonné, puis là, maintenant, tous les élèves peuvent aller dîner dedans, puis s'installer. C'est sûr qu'ils sont assis sur des bancs en bois, mais don't care. Ça va devenir un espace vivant. On a réduit les ressources qu'on consommait pour faire cette école-là. C'est ça, de trouver des solutions. Mais là où c'est important, c'est la condition de la santé que vous avez. Votre santé, là, vous faites du sport, là, vous dites, hey, je suis en santé. C'est 70 % à peu près qui provient de votre milieu de vie. 70 % de votre environnement. Votre environnement, c'est votre contexte social, c'est votre contexte dans lequel vous vivez, c'est de votre day-to-day, c'est l'architecture dans laquelle vous êtes. 7 % à peu près viennent de vos gènes. Ton père, ta mère est en hyper santé, 7 %. Les tiens, tu as des athlètes olympiques, tu as juste droit à 7 %. C'est tout. Le reste, 70 %, c'est votre milieu de vie. Alors, voyez-vous l'impact que vous allez avoir dans le futur? Vous pouvez jouer là-dessus. Et ça, c'est là que notre rôle commence à jouer. Moi, mon plaidoyer au début, c'était, je me disais, pour faire de l'architecture, il faut faire de l'architecture de qualité. Si on fait des choses bien, je venais d'un bureau où tout était rigoureux, puis mon patron me disait, non, il faut bien faire les choses, il faut que ça dure, puis pour lui, c'est important. Donc, j'ai appris ça. Faire de l'architecture de qualité, pas de l'architecture au bout de 2 ans qu'on rénove, qu'on transforme, ou de l'architecture commerciale qui, au bout de 5 ans, il faut repeinturer, tout rechanger, recommencer. C'était ça mon plaidoyer. Je l'ai toujours encore aujourd'hui. Ça a commencé avec des projets de plus petite envergure, des mini-maisons. Mini-maisons, c'est une résidence unifamiliale, là, mais à l'époque, c'était 90 000 $. C'est impossible à faire aujourd'hui. Mais j'ai commencé ma pratique avec des projets plus petits. J'ai sauté après à une autre échelle, dans les années 2000, avec des projets de plus grande échelle. Donc, j'ai gagné la grande bibliothèque avec un autre bureau à Montréal. Donc, on a fait la Bibliothèque centrale de Montréal. Mais on pensait toujours en termes de qualité.
en termes de pérennité de l'architecture et de l'importance de chaque chose qu'on fait. Et oui, il y a la planification, mais il y a la pérennité des détails, la pérennité des assemblages, la pérennité, le choix des matériaux, le bon geste que j'appelle. Et pour moi, c'est important. Quelques années après, j'ai gagné le concours de la bibliothèque de Charlesbourg. Ça, c'est 2004. Ce projet-là, LEED 2004 commençait à peine. J'ai dit que je disais le mot LEED quelques fois, là. Fait que ça commençait à peine. Pourtant, ce projet-là utilisait des matériaux locaux. Ce bâtiment qui est tout en pierre intérieure, extérieure. Les murs intérieurs sont tout en pierre naturelle. C'était le plus grand toit végétal en Amérique. On avait 2000 mètres carrés de toit végétal. On était dépassés par la suite. Puis quand le jour est venu, on s'est dit on va faire de la géothermie. Je me souviens toujours de la face de l'ingénieur. Il dit non, pourquoi on fait ça? Là? Ça va prendre des années, des zillions d'années à payer. Bien, finalement, ça a pris 7 ans. Leur cas à eux, c'est 7 ans. On a 20 puits de géothermie à l'avant. On a du bois torréfié à l'extérieur. On aurait bien scoré à l'époque si on avait fait une certification, mais ça n'existait pas. Mais ce bâtiment-là, moi, il a commencé à me sensibiliser. On commençait à en parler un peu plus. En retard, mais un peu plus. Donc, on a cheminé. Le projet qui est ici, la Bibliothèque du Boisé, là, on se propulse une dizaine d'années plus tard. C'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Vous devriez venir, là, c'est hyper intéressant. Et M. de Sousa, là, c'est en soi un personnage qu'il faut connaître. Bien, la Bibliothèque du Boisé, là, les certifications existent. On avait une certification demandée. De mémoire, c'était argent, mais de mémoire, là, mais argent étant à la base. Puis on a réussi à la pousser, à la faire cheminer, à cause qu'on était avec le client. Puis sérieux, à chaque réunion que j'avais toujours une petite réunion avec M. de Sousa après dans son bureau. Là, Éric, tu te souviens qu'il faut penser à ça? Puis oui, Éric, puis... on a poussé le projet et on l'a amené à un LEED platine. Ce qui était assez audacieux à l'époque. On était le premier bâtiment culturel de cette taille-là, platine en Amérique. Puis c'est un bâtiment qui a une trentaine, si je me souviens bien, de puits géothermie. On a revu la façon de faire des captations d'eau. Donc, on a des bassins de rétention, c'est-à-dire lorsqu'il pleut, on a combiné nos bassins de rétention avec ceux des voisins pour réduire leur surface. On a réduit les surfaces de stationnement. Et là, quand je vous dis des petits gestes, là, bien, nous, on avait une entrée pour notre stationnement, puis notre voisin avait une entrée pour son stationnement. 6 mètres, 6 mètres. Puis là, on dit, bien, peut-être qu'on pourrait utiliser la leur, puis payer leur déneigement 50-50, tu sais, ça coûte moins cher. Puis on va éviter de se construire 6 mètres fois 150 mètres d'allée. Personne ne voulait. Tout à coup, ben, là, M. de Sousa dit, ben oui, c'est une bonne idée, on va faire ça. Fait qu'il va discuter, on le fait. Il y a eu une économie monétaire, mais c'est 6 mètres de large fois 100 mètres de végétation qui sont apparus sur le site. Et ça a un impact. Petit impact, mais ça a un impact. Donc, chaque petit geste que vous allez faire va avoir un impact. Il faut les mesurer, il faut les quantifier. Si on l'analyse au complet, il y en a des millions de petits gestes dans ce projet-là. Il y en a plein, il y en a tout plein. Mais là, il faut venir tantôt, là, si vous voulez tout savoir les trucs. Mais la grille, ce qui est intéressant, et ça, fouillez-les, là, la grille. Je ne vous poserai pas de questions après, vous n'avez pas d'examen, donc je ne rentre pas dans le détail. Mais LEED, là, c'est relativement simple, parce que ce sont des critères de base qui vont être articulés sur l'aménagement du site. C'est sûr qu'on a eu des bons points sur l'aménagement du site. On a perdu quelques points parce qu'on avait un petit milieu humide qu'on est obligé d'enlever, tout petit. Mais on a préservé des arbres, on a préservé un milieu humide, on a fait un bassin de rétention à ciel ouvert, on a fait une gestion écologique des stationnements. Donc, on a réfléchi à ça. Donc, la gestion efficace de l'eau est importante. L'énergie à l'atmosphère. Donc, c'est tout ce qui touche vraiment là, le volet mécanique. La qualité de la lumière, les matériaux. Le parement, c'est du zinc qui est non traité à l'extérieur. Donc, c'est un parement naturel. Ce n'est pas un parement qui est peint. On a des murs de pierre, encore une fois. On a laissé, tantôt on parlait des produits bruts, on a laissé des choses relativement brutes à l'intérieur pour ne pas rajouter des coûts, mais pour ne pas rajouter non plus des produits inutiles. On a un impact là-dessus. Donc, la qualité des environnements intérieurs, bien, ça va dans le choix finaux de certains produits. Je vous ai montré tantôt les 2 petits-enfants, là, moi, je l'ai dit, une fois au bureau, il y a quelqu'un qui s'occupe de la matériauthèque. Bon, à la taille de l'entreprise, on a une personne qui fait juste ça. Je dis, il me semble que ça serait le fun de taguer avec des petits points rouges les mauvais. Tu sais, ceux qui polluent, puis qui se foutent des conséquences sur les enfants, parce qu'on les connaît.
Avant, c'était Union Carbide. C'est une compagnie qui avait fait des déversements que ça a tué un paquet d'enfants en Inde. Bien, on peut-tu le taguer si on a des produits d'eux autres? Puis plus les choisir. Fait que si vous, mettons, vous faites une spécification, vous dites, ah, mais ce produit-là, oui, il est environnemental, mais de l'autre côté, pour y arriver, est-ce qu'il a respecté aussi certains codes d'éthique? Donc, c'est des réflexions qu'on a. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, bien, il y a tout le processus. Mais ça, c'est l'innovation et le processus de design. Donc, faire un bâtiment en LEED, ça ne se fait pas à la toute fin, ça se fait dès le début, parce que c'est un processus qui est suivi, qui est monitoré. Donc, on a des gens qui nous accompagnent pour le faire. C'est pour ça que je suis un peu imposteur, parce que c'est pas moi qui le fais au bureau. J'ai Hugo et Loïc qui sont, on en parlait tantôt, géniaux là-dedans, que je me tourne avec eux, on trouve des solutions. J'ai Oscar qui fait des calculs paramétriques de résistance au vent, de la forme d'un bâtiment pour réduire l'impact du vent et accumuler de la chaleur à tel endroit. On est rendu là. Fait que vous pouvez aussi, dans votre profession, vous spécialiser dans des domaines absolument exceptionnels. Je sais que vous avez un cours de mathématiques tantôt, là, mais dans votre cours, quand je parle de modélisation, on est rendu à modéliser la mécanique des fluides autour d'une tour pour s'assurer d'avoir moins d'impact. Et si on a moins d'impact sur cette tour-là, on sait qu'à tel endroit, la quantité d'isolant va être un petit peu moindre parce qu'on va réduire l'impact du froid. Puis c'est pas pour sauver de l'argent, c'est pour s'assurer que notre performance énergétique elle est plus grande. Mais ça nous prend des gens qui sont des cracks. Moi, je ne sais pas comment faire ça. Absolument pas. Je suis rendu dinosaure. Donc, j'accepte cette situation-là. Fait que dans la bibliothèque du Boisé, tout le projet a été fait de manière à ce qu'on réfléchisse à chacun des points. L'aménagement du site, la passerelle qui est là, qui est interminable, elle sert entre autres à protéger un milieu de vie spécifique pour des couleuvres brunes. Bon, jaillit, serpent et couleuvre, jaillit ça. Je déteste ça. J'étais au Costa Rica cette année, j'en ai vu 6. J'ai dit à ma blonde, plus jamais. Mais elle m'a dit non, il retourne l'année prochaine. Mais je me souviens, on a eu une réunion d'1 heure sur un biologiste qui vient et dit non, il y a des couleuvres tel type. Dans ce parc-là, il faut absolument les protéger. Si vous avez un pont, il faut qu'ils soient déposés à tel endroit, parce que c'est leur chemin migratoire. Bien, on l'a adapté. Monsieur le Sousa, il dit non, il faut protéger les couleuvres. OK, on les a protégés. Mais c'est de réfléchir d'une manière plus large, comprenez-vous? De manière un peu plus ouverte, plus large, même si vous n'aimez pas certaines choses. Donc, le projet, c'est développé vraiment de cette manière-là, de se développer de façon à ce qu'on puisse l'organiser. Donc, tous les points de LEED, ils viennent supporter, tous les points des catégories viennent supporter ce travail-là. Le bâtiment doit être éducatif. Bon, on comprend pourquoi il faut être éducatif. Il faut le dire aux gens que c'est un bâtiment vert, puis leur démontrer que c'est important. Dans 50 ans, on n'en parlera plus. Parce que ce qu'on a fait là, qui est platine, devrait être une base. Moi, c'est mon souhait. Tu sais, le LEED d'argent, là, c'est comme assez easy, toi, à avoir. Tu sais, pas trop se casser la tête, là. Puis ça paraît bien éditorial, politique. Un politicien va dire « Mon bâtiment est LEED ». C'est tout. Pas besoin de dire qu'il est LEED platine, argent, A. Non, il y a LEED de base. Il est LEED, bâtiment vert. Donc, vous avez un rôle pour le prendre puis le faire monter un petit peu plus haut. Et ça se fait pas juste dans la planification, ça se fait dans tout le processus du projet jusqu'au chantier. Donc, voyez-vous, vous allez avoir un impact. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça nous a aidés, ça nous a fait pousser. Puis moi, ce projet-là, j'ai appris beaucoup. J'ai appris de la collaboration avec les ingénieurs, trouver des systèmes, des solutions. J'ai appris avec le client, j'ai appris avec M. Couleuvre, qu'il ne fallait pas toucher à ses couleuvres. J'ai appris plein d'affaires, mais j'ai appris énormément. Ça m'a sensibilisé. C'était probablement celui qui m'a fait basculer. Mais on a un rôle aussi, quand même. Et ce n'est pas juste dans un bâtiment certifié, mais en architecture, vous allez avoir un rôle d'innover. J'ai fait le centre de glace intact avec Ardoise, entre autres, qui est à Québec. C'est un centre de patinage de vitesse. Donc, Éric, qui veut faire de la qualité, a dit au client, moi, ça serait important qu'il y ait moins de lumière artificielle, donc on va soulever l'ensemble de l'édifice, puis on va créer un bandeau sur 360 degrés pour que quand les gens viennent patiner puis s'entraîner, ils voient dehors, puis il y a de la lumière naturelle. On va baisser les luxes là. C'est minime l'économie d'énergie, avec les LED, là, ça ne coûte rien. Mais pour le confort des gens, c'est extraordinaire. C'est d'un projet
détesté, parce que les gens disaient « Pourquoi vous faites ça? » C'est un des projets où vous allez le soir, puis c'est rempli de monde, puis ça patine. Je ne sais pas patiner, moi, en passant, mais ça patine, puis c'est rempli. Mais une autre innovation qu'on a fait, c'est qu'une patinoire, ça produit de la chaleur. C'est paradoxal, on fait de la glace, mais on produit énormément de chaleur pour le faire. Bien, dans la discussion avec le client, il savait qu'il y avait un projet d'un H&M qui s'en venait. Il a dit, plus tard, on va le brancher, et maintenant, c'est fait. Donc, toute la chaleur excédentaire est envoyée à des appartements à loyer modique à côté. Donc, il y a une boucle qui est faite. Donc, c'est un bâtiment qui consomme énormément en énergie. C'est normal, on produit de la glace. Il faut maintenir ça froid. Il ne devait pas le tenir ouvert l'été. Succès, il le tient ouvert l'été. Mais au moins, tout ce qu'on produit, on le redonne à quelqu'un d'autre. Il y a une boucle. Pour moi, ça s'appelle innover. Ça s'appelle réfléchir, puis essayer de trouver des façons, même s'il ne demandait pas une certification. Ça, c'est des choses. Prendre soin, pour moi, c'est aussi essentiel. Vous êtes dans un vieux bâtiment. Il faut en prendre soin. Il faut être critique. On a été mandaté en 2000, je ne sais plus, j'ai plus la notion du temps, mais il y a 5 ans à peu près, pour refaire le Grand Théâtre de Québec. Le Grand Théâtre de Québec, c'est un bâtiment brutaliste qui avait été fait par Victor Prusse, qui c'était supposé ouvrir en 1967, donc un bâtiment tout en panneaux de béton préfabriqués, qui avait des gros problèmes d'enveloppe. Donc, bâtiment hyper intéressant, là, absolument exceptionnel. Les gens ne l'aimaient pas trop, là, mais le brutalisme, t'aimes pas, mais quand tu découvres la qualité du brutalisme, tu as le mal à l'aimer. C'est juste que c'est comme des sushis. Vous n'avez pas une fois, vous voyez ça, vous n'aimez pas ça, plus vous en mangez, plus vous aimez. Donc, mais l'idée, c'est que nous, moi, je l'aimais, ce bâtiment-là, on était chanceux. Fait qu'ils nous ont engagés. Pas parce que je l'aimais, mais en tout cas, ils nous ont engagés. Mais c'est un bâtiment qui avait des problèmes d'enveloppe. En ce sens qu'un théâtre, là, il y a une pression d'humidité. Puis quand je vous dis que votre profession, là, elle touche à tout, bien, c'est ça. Il y a une pression d'humidité. Peut être de l'humidité plus élevée dans un théâtre, bien, c'est ceux qui jouent du violon, du piano, leurs instruments ont besoin d'avoir un degré d'humidité plus grand. Donc, on maintient l'humidité plus grande. Pas de problème. Qui dit maintenir l'humidité plus grande, on est au Québec, dehors, il ne fait pas humide, là. L'humidité dit « Ouh, je veux m'en aller ». Donc, elle traverse les murs. Mais à l'époque, 1967, donc il y a un peu plus que 50 ans, les pare-vapeurs, ce n'était pas l'invention du siècle. Donc, c'était des murs sandwich. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est que le point de rosée se forme à l'intérieur des murs. Puis le béton éclate. Il y a une œuvre d'art qui est à l'intérieur, qui fait 60 des murs. Donc, sur le mur extérieur, il y a une œuvre d'art, faite par Jordi Bonnet. Impossible d'enlever un panneau extérieur sans enlever l'œuvre d'art. Impossible. Impossible d'éternuer à l'extérieur devant le panneau sans que l'œuvre d'art quasiment tombe de l'autre côté, tellement que c'est rendu fragile. Donc, il y a eu un concours avec un entrepreneur qu'on a gagné et on a proposé de venir le protéger. C'est-à-dire venir mettre comme une cloche de verre autour pour que le point de rosée n'existe plus dans le mur et que cette chambre d'air-là maintienne le grand théâtre au chaud tout le temps. Donc, à moins 30, bien, il va faire 3 degrés dans la cavité. Ça, c'est innover, c'est prendre soin. Qu'est-ce que ça le fait? C'est que le bâtiment, on l'a préservé au complet. Avec une intervention peu coûteuse au final. Tellement peu coûteuse qu'on a eu le mandat de refaire toutes les terrasses extérieures. On est rentré dans les 2 tiers du prix qu'il avait prévu. Donc, prendre soin, c'est ça, c'est s'occuper de son patrimoine. Moi, je suis plus spécialisé en patrimoine moderne. Il y a des gens qui sont vraiment calés en patrimoine beaucoup plus ancien. Tu peux te spécialiser en restauration de pierre. Vous avez une profession extraordinaire, vous pouvez toucher à tout. Quand on a travaillé avec ça, on a travaillé avec une équipe à Londres qui faisait la modélisation des flux d'air dynamiques, parce qu'on n'avait aucun ordinateur au Québec assez puissant pour le faire à l'époque, pour savoir comment l'air allait se diffuser à l'intérieur du bâtiment. Là, je recevais des tableaux de calcul, puis je ne comprenais absolument rien, jusqu'à temps que quelqu'un du bon dit « Ah, regarde, c'est ça, c'est ça ». C'était génial. C'est ça notre travail. Mais on a développé aussi des détails custom. On est allé dans le fin détail de l'entour du toit. Fait que le détail, pour moi, c'est un bon détail, là. C'est ça. Mais un bon détail, il y a le bon détail qui va durer dans le temps. Mais il y a un bon détail bien réalisé. Je suis têteux, moi, ces enlignements sur les petits assemblages. Ça aussi, soyez sensibles à ça. Pourquoi? C'est que c'est périn dans le temps. Pourquoi? Parce qu'à long terme,
vous ne le changerez pas dans 10 ans parce que vous êtes tanné de le faire. C'est ça aussi, faire du développement durable, c'est se questionner sur chacun des gestes que vous faites. C'est hyper important. 5 minutes. Oui, OK, on va faire ça. Construire moins, c'est l'autre point. C'est l'autre point sur lequel je vais vous inviter. C'est paradoxal pour un architecte, construire moins, mais moins on construit, mieux c'est. Puis je vous dirais, mais si on ne construit pas, c'est encore mieux. Parce que Miss Van der Rohe disait « less is more », puis moi, je vous dirais que « less is green ». Fait que moins vous en faites, mieux c'est. Donc, prendre soin, c'est ça. Quand il est venu le temps de faire le chalet de ski à Bromont, sur la montagne, le client voulait quelque chose de à peu près 2 fois plus gros que ça. On l'a convaincu que pour préserver l'unité du paysage, la beauté du paysage, il fallait que son chalet soit un peu plus petit. Il n'y avait rien de lien en développement durable par rapport à ça. Mais en faisant ça, on lui a convaincu de réduire, puis avoir un volume plus petit, puis ça nous a permis de travailler aussi avec du bois, puis faire un intérieur qui était beaucoup plus chaleureux, qui était ouvert sur l'ensemble du site. Le succès du projet est venu. On voulait de la ventilation naturelle, mais comme c'est pas un bâtiment qui est ouvert l'été, ou principalement pas l'été, on ne l'a pas fait. Puis comme il vente à 300 millions de degrés, de kilomètres là-bas, on ne l'a pas fait non plus parce que c'est au sommet d'une montagne. Réutiliser, c'est autre chose. La transformation, vous êtes dans un lieu transformé. Moi, j'ai transformé à l'Université Bishop une ancienne bibliothèque qui était oubliée, que personne n'y allait, puis c'est devenu un espace hyper utilisé. Mais en faisant ça, au lieu d'en construire une, on a réduit notre empreinte carbone parce qu'on consomme moins de matériaux, on consomme moins de ressources. Et après ça, on a une réflexion sur tout. Quand on a fait ça ici, on a mis à jour tous les systèmes. Puis avec le doyen, on a dit, ça serait le fun d'avoir une approche au niveau développement durable, mais ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils étaient moins chauds à ça, mais ça faisait partie de leur valeur. On a fait une bibliothèque à Montmagny, de l'autre côté du fleuve. Construire moins, ça ne veut pas dire construire avec moins de créativité. 3,5 millions de budget, on l'a livré à 3 millions. On n'a pas été moins créatifs, mais on a fait des choix en conséquence. Une petite communauté, on a réduit les hauteurs, on a validé les portées, on a réduit tout pour construire moins, prendre moins de ressources. Ça s'est traduit en un projet moins dispendieux que la communauté a pu utiliser ailleurs. Pour moi, c'est ça aussi faire du développement durable, c'est être sensible à tous les gestes que vous allez faire. À Riyad, il y a un projet où, pour un centre culturel, j'avais proposé qu'on ait sur une immense marquise, qu'on crée un système de panneaux solaires puis de captation. Ça, c'était il y a 3 ans. Il était moins ouvert à ça à l'époque. Ça a changé. Aujourd'hui, je fais un autre projet qui est à Dammam, qui est en Arabie, mais qui est plus du côté de l'eau. Puis là, on essaie c'est un projet plus commercial, puis j'essaie de dire au client, il ne voulait pas d'arbre, lui. Il fait une esplanade, il fait 50 degrés. Moi, je sors de l'auto, puis je suis en train de fondre, je suis à terre, puis je dis un verre d'eau, un verre d'eau. Je dis, on va mettre des arbres, on va essayer de créer des îlots de fraîcheur, puis l'eau de fraîcheur. Fait que là, on essaie d'informer le client. Puis là, on travaille avec le paysage, conjointement, les équipes de paysage, pour développer des systèmes où on va abaisser la température extérieure. Et là, il y a quelqu'un au bureau, un jeune, un petit peu plus vieux que vous autres, qui me sort une revue, qui dit « Regarde dans les dalles des plants. Ici, j'ai un système qu'on pourrait faire passer de l'air. Ça permettrait d'avoir de l'air frais qu'on pourrait récupérer peut-être dans le stationnement en dessous, puis ça paraîtrait pas trop. Ah, génial. » C'est ça, s'informer et être curieux, que je vous disais au début. C'est ça, prendre des gestes, puis c'est des petits pas. C'est pas un bâtiment lead, mais pour eux, c'est déjà presque une révolution. Je vous ai parlé du régionalisme. Le régionalisme, c'est être conscient où vous construisez. Si je fais un musée de la Gaspésie, je n'ai pas la même approche si je suis à Gaspé ou que si je suis à San José ou Costa Rica. San José, quand on parle, c'est un concours, on ne l'a pas gagné, mais là, j'étais là, je faisais des murs rideaux, puis le client il a dit, murs rideaux, il dit, on n'a pas besoin de ça, de murs rideaux ici, on vit dehors. Moi, je ne savais pas. Pour moi, un bâtiment, ça devait être climatisé. Ça fait 6 fois que j'y vais, puis c'est vrai. À part ma chambre, que j'aime ça que ce soit un bâtiment, là, je vis en dessous de la maison, c'est une maison sur pilotis, puis je ne chauffe ni climatise pas. Mais ça, c'est s'adapter là où on vit. Mais on a des enjeux. On a des enjeux sur la densité. Quand on arrive dans du haute densité, puis vous voyez, là, c'est tous des projets que j'ai réalisés, donc toutes les tailles sont possibles. Quand on fait une tour, c'est plus difficile. Là, ça devient difficile. Puis on questionne. Puis ça, c'est un hôtel à Montréal où j'ai essayé de questionner, dire, on pourrait-tu, dans l'impact du brand, faire un projet qui soit au moins carboneutre, ou même mettre un toit végétal sur le toit à la limite. Non.
Quand on arrive du très haute densité, là, je fais ça, c'est les tours Maestria, c'est 60 étages à Montréal. Là, c'est démesuré, là. C'est impossible. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est être conscient des gestes. Conscient, puis quand je parlais de l'importance des détails, c'est des détails qu'on fait, si petits soient-ils, ont une importance, parce qu'ils sont répétés X fois. Il y a des tours fabuleuses que vous allez voir dans les revues. Il n'y a pas une plaque de verre, des fois, ça écrit 2500 plaques de verre totalement différentes. Wow! Mais il y a des budgets aussi, là. Mais il y a des pertes et tout ça. Là, ici, on travaille avec des modes préfabriqués pour réduire l'impact. C'est la seule stratégie qu'on a trouvée adaptable. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas. Ça en est une autre. J'ai fait une proposition pour une tour à Montréal pour une banque. Et là, on s'était dit, on va révolutionner la tour. Fait qu'on avait décidé d'intégrer dans une des façades, qui était une façade côté ville, un immense jardin vertical, intérieur, mais avec des prises d'air. Donc, on venait filtrer l'air, puis on envoyait l'air à l'intérieur de chaque étage. Donc, chaque mur, ce mur-là, devenait un mur filtrant. Et on avait développé un système de ventilation intérieure naturelle. Quand je parle de Loïc et Hugo, là, ces deux petits cracks-là, c'est avec eux qu'on a fait ça. On avait des panneaux de murs rideaux ou préfabriqués, où ce qu'on avait une petite lip qui ouvrait dans le bas, mais qui amenait une autre lip qui ouvrait en haut, qui faisait une circulation d'air. Il y a un jeune, à peu près comme vous, qui nous l'avait tout modélisé, puis on l'a testé, puis on dit c'est ça aussi notre travail, c'est de trouver des solutions et d'innover. Malheureusement, on ne l'a pas gagné, mais on a appris. Puis on s'est dit comment on va pouvoir l'aborder. Puis on avait même poussé l'audace avec des puits de géothermie, d'un stationnement. On s'est dit on visait vraiment la première tour carboneutre au Canada. Ils ne nous l'ont pas pris. Puis finalement, là où vous allez avoir un autre impact, c'est que l'architecture, ça doit régénérer. Il y a un chiffre ici, là, je sais que les chiffres, ça ne nous intéresse pas, mais vous êtes dans la région là, où les impacts financiers per capita vont être les plus élevés sur le réchauffement climatique. On parle d'environ 500 $. Il y a des régions qui sont à 150 dans le bas du fleuve, c'est pas si pire. Mais vous autres, ici, je ne sais pas pourquoi, mais la région est plus touchée. Un politicien est plus sensible à des chiffres qu'à des intentions. C'est pour ça que vous devez vous informer puis faire vos gestes vous-même. Attendez pas que ça vienne des politiciens. Soyez proactifs puis imposez-le. C'est la seule et unique façon. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est les impacts d'un bâtiment là, dans le temps. On construit, puis après ça, on se dit, nonobstant la consommation énergétique, mais à un moment donné, on s'était dit, on va réduire. Mais là, on s'assure que dans le temps, il y a une approche positive qui contribue. Et ça devient intéressant. Là, c'est inversé. C'est que l'architecture qu'on fait, qui était polluante, devient une architecture qui régénère. Et là, c'est votre challenge. Et là, à travers ça, vous allez voir, il y a 1001 certifications qui existent, qui vous accompagnent, mais les Passivas, entre autres pour l'habitation, c'est ça. Là, on amène ça à un autre niveau. On ne consomme plus, on produit, on surproduit même parfois. Et là, ça se passe à travers l'ensemble des petites décisions que vous allez prendre qui vont vous influencer. Il y a 1001 certifications qui existent. Là, on se spécialise, il y a quelqu'un sur Envision. Envision, c'est parce qu'on fait des réseaux de transport. Puis on sait que ça a des impacts environnementaux, puis on veut les mesurer. Pour le paysage, il y en a un autre. LEED est ici, il va gérer vraiment toute la communauté, les intérieurs, l'architecture. Well Fit Well, c'est hyper intéressant aussi, parce que là, il y a des notions d'ambiance qui ne sont pas gérées dans LEED tout à fait, qu'on va emmener à cet endroit-là. Mais LEED demeure la base. Puis même pour l'Europe, c'est HQE, je pense, si je me souviens bien. Mais l'Europe a un autre système, pas comme LEED. Celui-là est plus la référence. Mais là, nous, on tend vers ça. Carbone zéro. Un step de plus. Puis le plus bel exemple pour nous, c'est notre siège social à Montréal. C'est un vieux bâtiment qu'on a utilisé, qu'on a rénové, qui est un bâtiment carboneutre. On produit de l'électricité sur le toit. On a travaillé sur la santé, l'environnement, puis notre empreinte carbone. Donc, c'est un bâtiment qui est plein d'innovations. Le système de chauffage, on n'a pas laissé ça aux ingénieurs, on l'a fait nous-mêmes, notre système. Les ingénieurs l'ont validé, mais on n'a pas de dock comme ça, là. C'est des petits systèmes qui descendent le long des colonnes, qui envoient de l'air à faible densité au niveau de la base. L'air chaud remonte tranquillement. On a des murs de captation thermique. Il y a un paquet de détails qui ont été conçus et développés justement pour réduire l'impact, mais être régénératif. Et il y a un paquet de mesures qu'on a mis à l'intérieur. On a même de la ventilation naturelle. Bon, la première été, c'était infernal.
Maintenant, va super bien. Il n'y a plus de problème. On sait comment gérer ça. On a des ascenseurs, on ne les utilise pas. Ils ne fonctionnent pas, les ascenseurs, chez nous. On en a un parce qu'on n'a pas le choix. Donc, on a pris plein de mesures. On a joué sur la santé, sur l'environnement. On a nos abeilles sur le toit, bien entendu. Mais on produit aussi, maintenant, de l'électricité. On a un grand toit. Bizarrement, c'était plus compliqué d'avoir un toit couvert de panneaux solaires. Ça, la Ville ne voulait rien savoir, mais il était d'accord parce qu'on met des tours de refroidissement. Et ça vous montre comment on est encore peu évolué comme société. Comprenez-vous? On leur a dit, non, on va couvrir le toit de panneaux solaires, puis on dit, non, vous ne pouvez pas. Mais on va dire, on va mettre 3 tours de refroidissement, pas de problème, voulez-vous votre permis? Ça a pris à peu près 1 an de négociation. Alors, le travail, ça ne peut pas se faire que des politiciens, ça se fait à partir de vous autres. Puis là, vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de vous développer, en train de devenir des futurs technologues, techniciens, peut-être architectes, peut-être ingénieurs, peut-être vous allez aller dans d'autres industries. Mais votre influence va être immense dans ce qui s'en vient, dans tous les gestes que vous allez faire. Puis soyez curieux, là. Vous avez entendu des mots, LEED, Fitwel, WELL, carbone zéro. Informez-vous, parce que vous devez maîtriser ces choses-là. Ça va influencer vos choix, les détails que vous allez faire, ça va vous influencer tout le long. Fait que voilà, merci beaucoup. Avez-vous des questions? Ou pas de questions du tout? Pardon? Oui, le volet client est toujours un élément complexe. Oui. Ça se fait, hein, mais c'est compliqué, si je me souviens. Mais là, c'est là que je le regarde, parce que c'est là que je me dis, Hugo, qu'est-ce que c'est que tu me dirais? Mais oui, parce que je me souviens qu'on a fait une transformation pour un bâtiment, puis on avait fait les démarches, mais c'est plus difficile parce que mais quoi que maintenant, oui, il y a une section qui s'est développée depuis quelques années, mais pas très. Oui. Tout à fait. Moi, je suis partisan de chaque geste compte. Chacun des gestes qu'on peut faire va compter. C'est mieux de faire ça que de dire, je vais rénover, puis on ne peut pas le faire. Et ça arrive. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est sûr qu'il y a 20 ans, ce bâtiment n'a pas été compté. L'élément durable dans le bâtiment, c'est tout à fait nébuleux. C'est un concept qu'on comprend mal. Donc, l'innovation, des fois, coûte cher aussi. Et maintenant, 20 ans plus tard, c'est quelque chose de plus en plus courant. Effectivement, l'argent, c'est tout la base. Et il y a beaucoup de manufacturiers qui offrent des solutions très intéressantes, des matériaux faits de produits recyclés. Donc, il y en a de plus en plus qui font en sorte que le coût diminue. Là, on est rendu dans les dernières études que j'ai vues, c'est autour d'un à peu près 5 à 6 du plus dispendieux pour s'adapter. C'est dans le long terme, comme je l'ai dans le long terme. Pour informer nos étudiants, on a un bâtiment en ligne, on a été réunis au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2010, le CGQ en ligne. Finalement, justement, c'était la base du master, on fait ça. Il ne faut pas oublier qu'au ministère, ils veulent la tendance ligne, mais ils n'ont pas l'argent pour aller étudier. Il ne faut pas l'oublier, le ministère. Mais ça vient avec des choix. Il faut faire des choix.
Ça se rattrape pas. le milieu, là, s'assurer des matériaux, l'environnement, les arbres, tout ça, c'est très important. Il y a beaucoup de points. Le site, en partant, là, juste préserver le plus possible d'arbres parce qu'on nous dit après, on va replanter. Là. Mais je sais, je fais une école actuellement, puis l'autre équipe me trouve têteux là, parce que je dis non, on va le tasser encore un petit peu parce qu'on va préserver cet arbre-là. Oui, mais on va en planter 2, 3. Mais je dis, oui, mais il est gros comme ça. Là, j'ai fini par dire en réunion, mais je l'aime, moi, je ne peux pas le garder. Mais c'est ça les choix, là. Ça n'a aucun impact financier, c'est juste parce que quelqu'un dit, ouais, mais s'il était là, ça fonctionnerait quand même. Tous les choix que vous faites sont importants. Toutes les mesures que vous allez faire sont importantes. C'est votre responsabilité. Puis quand vous arrivez dans les bureaux, là, sérieux, brassez-nous. Là. Si vous travaillez au bureau, puis on travaille ensemble, là, j'espère que vous allez me dire, là, Éric, là, c'est pas comme ça que ça se fait. Là. C'est votre choix. Pardon? Non, malheureusement. Malheureusement. Alors, merci beaucoup, Éric. De rien.